Bonjour à toutes et tous, je me présente, je m'appelle Gilles Tout-le-Monde, je suis maître de conférences en droit public à l'Université de Lille et membre du laboratoire Droit et perspectives du droit. Je vais donc vous traiter aujourd'hui de la question des répercussions de la crise sanitaire sur notre démocratie parlementaire. Le sujet traité impose que nous nous interrogions dans un premier temps sur la signification de l'expression démocratie parlementaire. Elle peut renvoyer à un niveau macroscopique à notre système politique fondé sur la représentation du peuple au sein du Parlement grâce à un mécanisme d'élection démocratique. Le régime parlementaire repose à la fois sur la collaboration des organes de l'État, notamment pour la fabrication de la loi, et il repose aussi sur la responsabilité du gouvernement devant le Parlement, ou au moins devant l'Assemblée élue démocratiquement, ce qui permet à une assemblée élue démocratiquement de ne pas de se séparer d'un gouvernement en qui elle n'aurait plus confiance. Ainsi, le régime parlementaire, il est fondamentalement démocratique dans la mesure où les partis politiques qui gagnent les élections gagnent le gouvernement et décident ainsi de la politique à mener. Mais l'expression démocratie parlementaire, elle peut aussi renvoyer à un niveau plus microscopique à la manière de fonctionner du Parlement qui doit permettre de débattre avant de décider, qui doit donner à l'opposition des droits pour faire entendre ses arguments. Eh bien, la crise sanitaire que nous connaissons a des répercussions à la fois sur le fonctionnement global de nos institutions politiques et sur le fonctionnement du Parlement. Nous disposons dans notre arsenal juridique d'outils pour répondre aux crises. L'état de siège, qui transfère le pouvoir des autorités civiles aux autorités militaires, l'état d'urgence, qui décuple les pouvoirs du ministre de l'Intérieur et des préfets, et même l'article 16 de la Constitution qui permet au président de la République d'exercer tous les pouvoirs, comme De Gaulle l'a pu le faire en 1961 lors du putsch d'Alger. Mais aucune de ces réponses n'était adaptée à la situation sanitaire et finalement au combat contre cet ennemi invisible qu'est le virus. Dans un premier temps, l'exécutif a pu prendre des mesures en se fondant sur l'article L3131-1 du Code de la santé publique, puisqu'il permettait au ministre de la Santé, en cas de menace sanitaire grave, de prendre des mesures d'urgence dans l'intérêt de la santé. Mais ce dispositif est vite apparu insuffisant au regard des contraintes aux libertés que la situation sanitaire imposait, et au regard de la nécessité de reporter le second tour des élections municipales, lequel ne pouvait être décidé que par une loi. C'est ainsi qu'a été votée la loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020. Cette loi a été votée dans un temps ultra rapide, à peine 5 jours. D'autres élections, régionales et départementales, auraient dû se dérouler en mars 2021, mais cette fois le législateur a été plus prudent en prévoyant, dès la loi du 22 février 2021, leur report au mois de juin. Ainsi, l'un des moments forts d'une démocratie, les élections, ont-elles été affectées par le coronavirus. Des scrutins reportés et un premier tour des municipales en pleine pandémie, le 15 mars, ce qui n'a pas été sans conséquence sur la participation électorale. Certes, l'abstention s'accroît irrémédiablement depuis des années, mais la pandémie a encore donné une autre dimension à cette abstention. Or, dans une démocratie représentative, la légitimité des institutions, elle repose, à travers l'élection, sur le consentement des électeurs. Avec une abstention record, c'est bien la question de la légitimité des élus qui est posée. S'y ajoute une question juridique. Est-ce que cette forte abstention n'a pas altéré la sincérité du scrutin ? C'est au juge de l'élection d'en décider, au cas par cas, et plusieurs élections municipales ont été annulées par 2 tribunaux administratifs à Nantes et à Grenoble du fait de cette abstention. Mais notre démocratie parlementaire, elle repose aussi sur des équilibres institutionnels qui ont pu être rompus par la pandémie. On considère généralement que la crise, c'est le moment de l'exécutif. Avant même la crise, le président de la République apparaissait déjà comme la clé de voûte des institutions de la Ve République. Aujourd'hui, c'est dans le secret du Conseil de défense que le président de la République décide presque seul des conditions d'un couvre-feu, d'un confinement ou d'un déconfinement. Le gouvernement, lui, se contente de mettre en musique la partition décidée par le président de la République. Et comme il faut agir vite, le gouvernement a très largement autorisé
était autorisé par le Parlement à agir à sa place par voie d'ordonnance. Depuis le début des années 2000, les ordonnances sont quasiment aussi nombreuses que les lois votées par le Parlement. Mais la crise sanitaire a considérablement amplifié le phénomène, vous le voyez sur cette diapositive. Les ordonnances sont 2,5 fois plus nombreuses que les lois, et la plupart ont été prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Il y a un phénomène plus inquiétant encore pour notre démocratie parlementaire. C'est le phénomène de l'appropriation du pouvoir de décision politique par les experts médicaux, dans la mesure où, si leur expertise doit permettre de décider des mesures, ils n'ont pas à en assumer la responsabilité, contrairement à nos gouvernants. On le voit, plus que de bouleverser le fonctionnement des institutions de la Ve République, la crise sanitaire en a décuplé les plus mauvais aspects. L'organisation et le fonctionnement du Parlement ont, quant à eux, davantage été encore affectés par le Covid-19. Le Parlement semblait, au début de la crise sanitaire, et sans doute encore aujourd'hui, présenter 2 inconvénients majeurs pour lutter contre la pandémie. D'une part, il s'agit d'un lieu de débat, de confrontation d'idées, laquelle nécessite du temps pour que pour que les décisions soient prises, alors que la lutte contre le virus imposait des décisions rapides. D'autre part, comme il réunit un nombre important de parlementaires, ces réunions pouvaient apparaître comme autant d'occasions de circulation du virus. L'Assemblée nationale a d'ailleurs été vite considérée comme un cluster. Dans un premier temps, les activités parlementaires ont été réduites au seul texte essentiel pour lutter contre la pandémie et ses conséquences, notamment en matière économique. Le Parlement a ainsi fonctionné à minima. On pourrait dire qu'un léger souffle de vie y demeurait. La conférence des présidents de chaque assemblée, c'est un de ses organes dirigeants, a imposé une jauge réduite du nombre de parlementaires autorisés à venir dans les palais nationaux. Cette jauge, qui aujourd'hui encore est fixée à la moitié des effectifs de chaque groupe politique, ce qui permet de respecter les équilibres politiques, elle a été fixée à des effectifs beaucoup moins importants pendant la première phase de l'épidémie. Du 19 mars au 28 avril 2020, seuls 2 députés par groupe politique étaient autorisés dans l'hémicycle et en commission, pour prendre part au débat, au vote également. La jauge est par la suite remontée à 75 députés au total, puis à 150, avant d'atteindre aujourd'hui donc la moitié de l'effectif, c'est-à-dire 289. La fixation de cette jauge repose sur des bases juridiques extrêmement fragiles, car le libre exercice du mandat parlementaire est constitutionnellement garanti. On ne doit finalement qu'à la responsabilité des parlementaires que cette jauge ait été respectée. Cette jauge, elle a aussi entraîné un ajustement des règles de fonctionnement du Parlement. Des règles d'assiduité des parlementaires ont été levées, les délais de dépôt des amendements ont été adaptés, et certaines activités parlementaires, comme les réunions de commission, se sont déroulées selon un mode hybride, pour une part en salle de commission, pour l'autre en visioconférence. Mais il y avait une difficulté supplémentaire qui a dû être surmontée. Cette difficulté, c'est que les règles de vote des parlementaires reposent sur l'article 27 de la Constitution, lequel impose le vote personnel des parlementaires. Pendant longtemps, cette règle n'a d'ailleurs pas été respectée avec la complicité du Conseil constitutionnel, grâce à un système de vote par boîtier électronique. Au point d'ailleurs qu'on ait pu qualifier l'Assemblée nationale d'une assemblée de serruriers. Mais depuis quelques années, une plus grande rigueur sévit dans les assemblées sur la question des délégations de vote, dont les hypothèses sont désormais extrêmement limitées. Le Covid-19 a vaincu cette rigueur, puisque la jauge empêchait le vote de l'ensemble des parlementaires, dès lors que le vote à distance n'était pas permis. Ce sont les présidents des groupes politiques qui ont été porteurs de toutes les délégations de vote de tous les membres de leur groupe. Encore aujourd'hui, aucune procédure de vote à distance des parlementaires n'est mise en place, pas davantage d'ailleurs que pour le vote des citoyens. Il faut le reconnaître, l'ensemble de ces adaptations n'a pas permis que se déploie un contrôle parlementaire très efficace de l'action du gouvernement pendant la crise sanitaire. Les questions au gouvernement se sont déroulées dans des hémicycles vides. Parfois même, un seul parlementaire par groupe était autorisé à poser des questions.
Les commissions permanentes et les commissions d'enquête ont pu mener des auditions, mais la sérénité des ministres et des fonctionnaires de santé qui étaient interrogés par ces commissions est plus grande quand ils n'ont à faire face qu'à quelques parlementaires présents, les autres étant en visioconférence. Ce contrôle parlementaire et politique, s'avérant défaillant, c'est à une mise en cause de la responsabilité pénale des ministres que l'on assiste. En effet, plus de 150 plaintes ont été déposées contre eux devant la commission des requêtes auprès de la Cour de justice de la République. Or, cette criminalisation de la vie politique n'est nullement un gage de progrès de nos sociétés et de nos institutions. Ainsi, les répercussions de la crise sanitaire sur le seul Parlement, mais aussi sur le système politique dans son ensemble, le système politique démocratique dans son ensemble, sont nombreuses. Comme si le Covid avait frappé nos institutions démocratiques. Sans doute faudrait-il prendre le temps de réfléchir à des adaptations pérennes des institutions qui permettent de préserver au mieux nos valeurs et procédures démocratiques, sans attendre qu'une nouvelle crise ne vienne nous frapper. Et ainsi, nos institutions pourraient être vaccinées. Merci beaucoup.